Levez la main ceux qui ont un micro-ondes. Bravo! Bonjour Monsieur Delage. Bonjour. Bonjour à tous auditeurs de Micro-ondes. Je suis en compagnie de Monsieur Delage qui est membre de Fondapol et je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc Victor Delage, responsable des études et de la communication à la Fondation pour l'innovation politique. Très brièvement, la Fondation pour l'innovation politique qui est un think tank qui se classe et qui se définit comme libéral, progressiste et européen. Et donc justement, on parle d'Europe. L'Europe est vraiment au cœur là, avec les élections européennes qui s'annoncent. Donc comment une fondation comme vous, qui se définit en plus européenne, un think tank, comment vous abordez les élections européennes? Donc on fait déjà beaucoup de travaux sur ces thématiques-là, parce que comme vous le soulignez, c'est vrai que l'Europe est avec les élections et les échéances de 2019 est vraiment au centre des débats. On a récemment construit une simulation, un simulateur en fait, sur les prochaines élections de mai 2019, qui nous ont amené à 3 conclusions principales. La première, c'est qu'il y a une forte inquiétude, on peut lire régulièrement, que les populistes peuvent s'emparer finalement de la majorité au Parlement européen. Nous, selon nos données, cela n'arrivera pas en 2019. Données faites auprès des... c'est un sondage d'opinion. Votre simulateur fonctionnait comment? Notre simulateur, en fait, a été construit en se basant sur les sondages d'opinion dans chaque pays de l'Union européenne depuis plusieurs mois. Donc, on les a corrélés les uns avec les autres. Et ensuite, on a fait par différents mécanismes via Excel des corrélations pour avoir effectivement une moyenne par pays des sondages depuis 3-4 mois. Donc ça permet effectivement de voir, d'avoir des résultats possibles pour mai 2019, sachant que mai 2019 c'est quand même dans quelques mois et il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on précise bien que ce sont des données qui sont utilisables aujourd'hui, mais qu'on pourra réactualiser au fil des mois pour voir justement si nos hypothèses de novembre se confirment ou au contraire évoluent progressivement. Okay. Et donc vous dites que selon vos données, selon pour l'instant vos estimations, la vague populiste dont on parle actuellement ne l'emporterait pas au Parlement. Exactement, tout à fait. C'est assez frappant. Avec le Brexit, on aura une diminution des députés au Parlement européen. On passera à 705. Et nous, ce qu'on observe via cette simulation, c'est que les populistes, si on ratisse un petit peu large, pourraient avoir 205 sièges à peu près. Autrement dit, pour avoir la majorité, on est encore loin. Il leur faudrait à peu près 150 députés qui basculent. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Notamment, on sait qu'il y a des frictions actuellement au sein du PPE avec le cas Orban. Mais de là à imaginer que 150 députés puissent quitter le PPE pour rejoindre un parti anti-européen, si je puis dire, je pense qu'il y a de la marge. Après, la deuxième conclusion qui est vraiment intéressante dans ces données, c'est que depuis 1979, depuis les élections au Parlement européen, ce qu'on observe, c'est une coalition traditionnelle, historique, entre le PPE et les sociodémocrates. Le PPE qui est le parti de la droite qui réunit tous les partis de la droite européenne comme l'UMP en France, les Républicains. Exactement, et les sociodémocrates du coup qui réunissent les partis de gauche traditionnels. Et ce qu'on observe via cette simulation, c'est que ces deux partis qui se sont toujours alliés, qui ont toujours formé une coalition au fil des différentes législatures pour avoir une majorité, en 2019, ils devront s'allier avec d'autres partis. C'est-à-dire qu'ils seront en dessous de 50%. Ils sont autour de, selon nos estimations, autour de 44%. Alors que pendant toutes les législatures précédentes, ils étaient au-dessus de 50% et même très souvent bien au-dessus de 50%, entre 60% et 65%. Donc là, plusieurs hypothèses. Soit une troisième force les rejoint, du style ALDE. ALDE qui est le groupe parlementaire qui est présidé par Guy Verhofstadt et dont Macron a annoncé il y a une semaine qu'En Marche rejoindrait ce groupe. Donc si la LDE rejoint le PPE et les sociodémocrates, là ils peuvent former une majorité. Et il y a aussi l'hypothèse des Verts, qui avec notamment des mouvements
comme on a pu le constater lors des dernières élections en Bavière, des Verts qui arrivent à finalement émerger un petit peu de l'iceberg, qui pourraient eux aussi avoir leur carte à jouer pour ces élections. Ouais. L'AFDE qui est le parti libéral. Exactement. Le parti plus libéral. Et du coup, même si on va dire les eurosceptiques ne l'emporteraient pas, il y a quand même une forte propension qui va gagner. Enfin, ils vont quand même gagner en puissance. Je pense que c'est quelque chose qui inquiète un peu. On le voit aussi peut-être au travers de vos études, par exemple les études que vous avez faites sur la Suède. Tout à fait. Où les anti-européens ont quand même pris une belle victoire, on va dire. Tout à fait. Alors effectivement, il y a deux choses. Ce qu'on a pu calculer aussi grâce à cette simulation, c'est l'évolution finalement depuis 1979 des forces eurosceptiques, en tout cas anti-européennes. On a préféré appeler anti-européennes parce qu'il y a on va dire qu'il y a des eurosceptiques durs, il y en a qui sont plus soft. Donc on les a réunis pour simplifier dans des anti-européens. En 1979, ils représentaient environ 15%. Et on va dire que les partis pro-européens, c'était 85%. En 2019, selon nos résultats, ils représenteront entre 35 et 38%. Donc on voit une augmentation de 20 points en un peu plus de 30 ans, ce qui est énorme. En gros, il leur manque 13-14% pour atteindre la majorité. Ce qui est frappant, et vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est cette montée populiste depuis plusieurs années déjà. On peut partir du Brexit, parce que c'est quand même une date phare, 2016. Si on regarde ce qui s'est passé, on a fait des études justement sur ces différentes thématiques en Autriche, en Italie, en Allemagne, avec l'entrée fin octobre 2017 de presque 100 députés d'extrême droite du parti AfD, ce qui est une première depuis 1945, mais aussi bien sûr en Hongrie, en Italie, enfin dans une multitude de pays. On voit effectivement qu'on n'est plus au stade d'une poussée populiste, mais vraiment d'une implantation de ces partis au sein des gouvernements. Vous avez souligné le cas de la Suède. Effectivement, on a fait 3 études qu'on a publiées en septembre sur ce sujet, qui ont été écrites par 2 chercheurs suédois, donc qui sont vraiment au cœur des problèmes. Et ce qu'on sait vraiment, on a vraiment vu effectivement que le parti des démocrates de Suède, donc qui est le parti d'extrême droite là-bas, avait réalisé une percée électorale sans précédent dans ce pays, qui est quand même un modèle, si je puis dire, voilà, d'État-providence, d'intégration, etc. Il a réalisé 17,5% aux dernières élections. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, aucun gouvernement n'a été créé parce que des majorités n'arrivent plus à se dégager face à cette concurrence populiste qui émerge un petit peu partout. Justement, souvent les populistes, ce qu'ils mettent en avant, c'est une critique du libéralisme. Ou même une Europe trop libérale, une Europe qui serait enfermée dans de technocrates, qui voudrait le libéralisme absolu. Vous qui vous définissez comme une fondation certes européenne mais aussi libérale, qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Effectivement, les populistes se nourrissent souvent des peurs, des maux des citoyens. C'est un peu leur gain de pain, si je puis dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, nous, à travers nos enquêtes d'opinion et nos différentes études, c'est qu'il y a une peur, un repli sur soi des peuples européens, vraiment presque partout en Europe. C'est comme si on avait l'image d'une forteresse qui serait assiégée. Et donc, ce repli sur soi conduit des peuples européens de différents pays, que ce soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, à voter pour ces partis-là. Ce qu'on constate cependant, à travers nos travaux, c'est que les peuples européens ne sont pas anti-européens. C'est-à-dire que si on prend les derniers sondages, Eurobaromètre, par exemple, on observe que 64% des Français sont en faveur de l'Union européenne, trouvent que l'Union européenne est une bonne chose. 75% des Français trouvent que l'euro, la monnaie, est aussi une bonne chose pour eux. Donc il n'y a pas une volonté de sortir de la part des citoyens, mais il y a plus finalement une demande d'autoritarisme, c'est-à-dire un moyen effectivement de pouvoir, sur certains sujets, tels l'immigration, les échanges transatlantiques et tout un tas de sujets, de pouvoir se protéger. Et c'est là où justement à la Fondation, on estime que
l'idéal serait de réussir à construire une souveraineté européenne pour justement répondre à cette demande d'une puissance publique forte qui permettrait de trancher sur ces différents sujets. Parmi eux, on peut citer par exemple les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, pour tous les citer, qui justement inquiètent beaucoup. Il y a beaucoup d'affaires qui paraissent. Et là, je pense que les gens ont envie d'une vraie régulation. Actuellement, le gouvernement français discute pour imposer aux autres pays européens une taxation. Donc je pense que c'est à travers des sujets comme ça, à travers aussi également une régulation et un contrôle des flux migratoires, toutes ces problématiques-là, qu'on arrivera à répondre à cette demande et à cet essor des partis eurosceptiques. Justement, à propos de ces réformes de l'Union européenne, vous avez organisé récemment le sommet des réformistes européens. Et donc, vous pensez qu'on peut réformer l'Union européenne, parce que ce sont quelque chose qui a été mis en avant, quelque chose d'inréformable, une grosse machine. On parle souvent, effectivement, pour qualifier l'Europe, d'une machine technocratique, loin des citoyens, qui ne connaîtraient pas finalement la vie quotidienne des gens qui peuplent les États membres qui la composent. Nous, effectivement, on a organisé ce sommet pour lancer le débat à quelques mois des élections européennes qui se tiendront en mai 2019. On a organisé avec 5 think tanks de différentes aspirations politiques ce sommet, qui était donc samedi dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, pour échanger sur tous ces sujets-là, parce qu'on estime effectivement que c'est pas en se mettant des œillères, en se disant encore une fois c'est la coalition droite-gauche qui va remporter les élections au Parlement européen, entre guillemets, on pourra ralentir cette montée populiste. Alors, réformer l'Europe, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'Europe doit arbitrer. C'est-à-dire, on ne peut pas s'attaquer à tous les sujets, mais on doit se concentrer sur les sujets qui intéressent principalement nos concitoyens. Encore une fois, l'immigration, avec la crise de 2015 qu'on a connue. On dit souvent que la France a été épargnée par ce mouvement, mais je pense que la réalité est tout autre et on le verra certainement dans les prochains mois. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup sont arrivés en Allemagne, en Italie, etc. 1,3 million quand même en Allemagne, mais les mouvements secondaires vont nous toucher directement. C'est-à-dire tous ceux qui ont été rebootés en Allemagne, soit presque 500 000 réfugiés, vont se diriger vers des pays comme la France. Et sachant que l'Allemagne, elle, a plutôt gardé, on va dire, ceux qui venaient des classes hautes parmi ces réfugiés, les docteurs syriens, etc. Nous, on va avoir des personnes qui seront plus difficilement intégrables sur le marché du travail. Donc je pense que l'Europe a un rôle décisif à jouer, mais qu'elle doit sélectionner et arbitrer sur les sujets, que ce soit l'immigration, sur l'énergie par rapport à notre indépendance énergétique, sur les GAFAM. On parlait d'une taxation, mais en plus d'une taxation, nous estimons que la création d'un géant européen, d'un géant numérique européen serait indispensable pour pouvoir exister sur la scène internationale. Et enfin, rattraper un petit peu, même si ça va être très compliqué, on le conçoit, mais en tout cas ne pas prendre trop de retard dans la bataille de l'intelligence artificielle quand on voit les investissements colossaux que les États-Unis et encore plus la Chine, qui souhaitent devenir leader mondial sur ces questions-là en 2030, réalisent. Mais quand vous dites un géant numérique européen, est-ce que vous voulez plutôt un modèle à la Airbus, donc fait un peu par des initiatives étatiques, ou plus quelque chose qui est vraiment impulsé par la Commission européenne? Non, effectivement, nous, on estime que ce type de projet doit émerger d'États, mais d'États qui peuvent effectivement travailler ensemble. D'ailleurs, quand on a une Europe de 27 avec des intérêts qui divergent très, très régulièrement sur de nombreux points, moi, personnellement, j'estime que c'est souvent 4-5 pays qui doivent prendre le lead sur ce type de projet pour pouvoir les mener à bien. Ceux qui veulent rejoindre le projet le font. Ceux qui veulent rester à l'écart ont le droit de le faire. Mais par contre, là où la Commission européenne a un rôle décisif à jouer, c'est par des aides d'investissement, par la mise à disposition de chercheurs, par de la recherche sur ces différentes thématiques, notamment sur l'intelligence artificielle. Quand on compare l'investissement réalisé par l'Union européenne à ce qui est fait en Chine et aux États-Unis, c'est vraiment dérisoire.
aux États-Unis, dans 20 ans, il est prévu que 50% des emplois disparaissent. En Europe, on peut estimer qu'on sera un petit peu en dessous, mais entre 40 et 45%. Donc si on n'arrive pas à réadapter les politiques européennes face à tous ces enjeux et qu'on reste concentré finalement sur des politiques traditionnelles que l'on connaît depuis 20 ans, où le statu quo finalement est la réponse qui est toujours choisie, on n'arrivera pas à lutter face à ces puissances-là. Mais donc là, le tableau est quand même bien sombre parce qu'on voit qu'il y a un peu une fracture entre les élites et le peuple. Les peuples ne sont plus, non plus représentés par ces corps intermédiaires. Et aussi l'Europe. Donc, comment voyez-vous l'avenir de la démocratie? Parce que c'était un peu tous les éléments qui faisaient la démocratie. C'était les corps intermédiaires, les voix différentes, l'élite qui écoutait le peuple. Donc, comment vous voyez l'avenir de la démocratie à Fondapol? Effectivement, le tableau peut paraître assez sombre. Après, je pense qu'on a vraiment besoin d'un sursaut qui pourrait par exemple se traduire lors des élections européennes. Il faut savoir que les élections européennes, le taux de participation est en moyenne sur les dernières élections de 42%, il me semble. Il faudrait vérifier le chiffre, mais je crois que c'est 42-43%. Et chez les jeunes, c'est le taux de participation le plus faible, il est de 20%. Et là, effectivement, il y a un vrai problème. Il y a certainement plusieurs raisons qui l'expliquent, mais on peut quand même se demander si notre génération, parce qu'on est à peu près de la même génération, je pense, ne considère pas l'Europe comme un acquis. Quand on compare avec nos parents, avec nos grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre froide, toutes ces choses-là, nous, on est français, bien sûr, ou italien, ou espagnol, ou que sais-je, mais aussi européen. Et du coup, on a l'impression que l'Europe est un acquis. Mais quand on observe un petit peu ce qui se passe un petit peu partout, que ce soit en Italie, en Hongrie, etc., on voit que ça reste fragile. Le Brexit en est la meilleure preuve d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous, à la Fondation pour l'innovation politique, on prône vraiment pour une souveraineté européenne qui permettrait d'avoir une puissance publique forte, qui s'exprimerait au sein de l'Union, mais aussi à l'extérieur. Quand on voit la politique qui est mise en place actuellement aux États-Unis avec Donald Trump, cette politique unilatéraliste, et ce qui se passe également en Chine avec des investissements colossaux, que ce soit au niveau économique ou technologique. On peut prendre l'exemple de la nouvelle route de la soie qu'ils souhaitent construire. On a besoin effectivement d'une Europe forte, et je pense que si on a une Europe forte qui arrive à se faire entendre au niveau international, mais également au niveau des États membres, on réussira justement à donner un nouvel élan démocratique aux États membres. Quand on parlait de souveraineté européenne, vous parlez aussi un peu de l'implication de notre génération justement dans l'Europe et dans le devenir de l'Europe. Est-ce que vous pensez par exemple qu'une carte de citoyen européen, comme on a une carte d'identité, est-ce que vous pensez, ou en tout cas des éléments un peu concrets, factuels comme cela, ça pourrait être un bon pas, ou c'est vraiment au niveau de la souveraineté et de la vis-à-vis de l'extérieur? Non, effectivement, au niveau européen, il y a plusieurs projets à développer, qui sont d'ailleurs en train qui reviennent un petit peu sur la table. Un Erasmus actualisé. C'est vrai qu'on est une génération, je pense, vous aussi, on a profité de ce programme qui est tout à fait formidable. Moi, c'est à travers, quand j'étais parti justement, quand j'étais plus jeune en Erasmus, que j'ai goûté un petit peu, découvert cette appétence pour l'Europe. La carte d'identité, on a des systèmes maintenant, quand on va dans les pays baltes par exemple, des systèmes biométriques qui sont des cartes qui nous permettent d'avoir notre passeport dessus, de payer avec, d'avoir que ce soit également des clés de voiture. Donc je pense que ça, c'est un projet qui pourrait être tout à fait développé à l'échelle de l'Union européenne. On a aussi, on l'entend actuellement beaucoup avec le président Macron et Angela Merkel, sur le projet d'une armée européenne. Donc on a, je pense, toute une série de possibilités maintenant. Ce que les citoyens attendent, c'est du concret. Le problème un petit peu des élections européennes, finalement, elles sont souvent qualifiées de second ordre parce que ceux qui vont voter, et encore une fois c'est peu, mais ceux qui vont voter, ils vont non pas parce qu'ils auront l'impression que leur vote va changer leur quotidien, mais plus pour se défouler ou critiquer le gouvernement qui les gouverne à l'échelle nationale. Et c'est là où on voit que c'est un problème qui se répète et qui doit être corrigé. On a besoin de politiques européennes
où les Français, les Italiens, où chaque peuple puisse avoir des résultats concrets dans leur vie quotidienne. Je me permets de revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'élan démocratique que vous attendriez que vous espéreriez pour un regain d'intérêt vers l'Europe. Je me pose une question quand même, et je reprends vos propos. Vous disiez qu'il y a quelque part dans la peur des populismes, mais en même temps dans leur montée, l'expression d'un besoin d'une certaine autorité. Vous avez parlé d'un besoin d'autoritarisme. Comment est-ce que vous appréhendez ce paradoxe entre un besoin donc d'autorité et en même temps l'espérance d'un regain démocratique qui en même temps n'a pas l'air d'avoir le vent en poupe, si je puis dire, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, on recentralise le pouvoir, notamment en France. Comment vous appréhendez cette contradiction finalement? Alors, je ne sais pas si c'est une contradiction, il y a deux choses. Sur le cas de la France, effectivement, on a l'impression, alors ça fait qu'un an, hein, il faut laisser un peu de temps, ça reste un quinquennat, mais on a l'impression qu'il y a une recentralisation. Quand on voit d'ailleurs la dernière étude du Cevipof qui montre que seulement 50% des maires souhaitent se représenter en 2020, ça peut poser des questions. Mais ce n'est pas parce qu'on a une recentralisation du pouvoir qu'on ne peut pas agir au niveau européen. La recentralisation, c'est par rapport aux collectivités territoriales, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Sur la question de l'autoritarisme, c'est vrai, vous avez totalement raison, il y a une forte demande par rapport à ça, nos études le montrent. On le voit d'ailleurs un petit peu dans ce qui se passe dans certains États membres, que ce soit l'Italie avec Salvini, la Hongrie avec Orban, bon bref, on ne fera pas la liste maintenant. Mais effectivement, ce qui est important aujourd'hui, à notre sens, c'est de pouvoir transvaser, si je puis dire, ce regain, un petit peu cette incarnation du pouvoir qu'on peut avoir dans certains États membres au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous interrogez les gens sur la Commission européenne, sur leur connaissance du Parlement européen. Entre 15 et 20% vous répondront qu'ils ne savent même pas ce que c'est, parce que ça ne les intéresse pas. Or, si on arrivait à avoir un organe, peut-être même en gardant ceux actuels, mais qui incarnerait vraiment la puissance publique, là, certainement, on pourrait répondre à toutes ces problématiques, mais à l'échelle européenne, dans un cadre plus large. D'accord. Du coup, pour vous, en fait, une manière de réintéresser les gens à l'Europe, ce serait une nouvelle forme de gouvernance, peut-être plus adaptée. Tout à l'heure, vous parliez du cas des jeunes qui se désintéressent de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que les formes de gouvernance que prend l'Europe, que prend les décisions européennes, semblent un peu déconnectées déjà du quotidien de tous les citoyens et aussi un peu archaïques? Effectivement, il y a, de toute manière, et ça c'est en France, mais dans d'autres pays, mais particulièrement en France, ça se voit lors des élections d'ailleurs, il y a vraiment une passion française pour les élections nationales. Quand on compare le taux de participation aux élections présidentielles et le taux de participation à celle du Parlement européen, on est à 40-45 points de différence, ce qui est presque la moitié de la population. Après, à côté de cela, effectivement, il y a une désincarnation du pouvoir de nos institutions européennes, qui sont souvent pointées comme technocratiques, comme trop peuplées par rapport à ce qu'elles font. Pour rappel, la Commission européenne et les institutions européennes, c'est 30 000 personnes. Si on compare à ce qui est à Bercy, juste pour le ministère de l'économie et des finances, c'est 7 500 personnes. Donc de là à parler de deux mesures, mais je pense que ce qui pèse le plus, et ça depuis de nombreuses années, ces institutions européennes, c'est leur communication. C'est-à-dire qu'on va avoir des directives qui sont importantes, mais qui vont toucher des sujets comme la chasse, la pêche maritime, voilà, qui sont forcément indispensables. Et à côté de ça, des problématiques qui sont traitées sur le même plan, mais qui seront sur la situation de l'Ukraine, les barrières commerciales entre les États-Unis et la France. Et à partir de ce constat, rien n'est prioritisé. Il n'y a pas de tranches arbitraires qui sont réalisées. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus efficace, mais encore c'est personnel, c'est de toucher moins de politique directement, c'est-à-dire aujourd'hui on a beaucoup de DG au sein de la Commission, énormément. Moi, j'estime que si on arrivait à se donner 5 priorités
sur les 5 prochaines années, une fois que les élections seront passées, et qu'après 5 ans, on aille rendre des comptes aux citoyens en disant oui, sur l'énergie, on a réussi à avancer, oui, sur la taxation des GAFAM, on a réussi à avancer, oui, sur un budget européen de la zone euro, on a réussi à avancer, oui, sur une harmonisation fiscale qui moi, me paraît essentielle, mais très compliquée. Quand on voit qu'en France, en moyenne, les entreprises sont taxées à 60% et au Luxembourg, 20%, ça paraît difficile, mais je pense que forcément, un jour, on sera obligé d'y passer. Mais voilà, c'est vraiment définir des priorités qui pèsent, qui intéressent, qui pèsent dans le quotidien des Français, qui soient médiatiques. Et là, je pense qu'effectivement, l'Europe aura un rôle plus grand à jouer et surtout réussira à revenir dans les préoccupations principales des Français. Il ne faut pas oublier que les générations passées, qui encore une fois ont pu connaître les conflits mondiaux, etc., l'Europe, ça a incarné la paix. Pour nous, qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui? C'est essentiellement un marché commun, une monnaie, donc c'est plus sur des aspects économiques. Or, je crois que ce qu'on manque profondément aujourd'hui, c'est des politiques publiques, une puissance publique qui agirait autre que sur des sujets économiques, directement sur la vie quotidienne des citoyens. Un des sujets aussi qui a fait monter les gilets jaunes en France, c'est la taxe sur le carburant, qui a été faite d'abord pour un but écologique. Justement aussi, l'Union européenne essaie souvent de mettre aussi des directives, en tout cas a comme but aussi l'écologie. Et vous êtes une fondation libérale, et on oppose souvent libéralisme et écologie, parce que libéralisme, ça serait un peu laisser faire, donc laisser les entreprises sans règles écologiques. Et donc vous, comment vous conciliez libéralisme et écologie? Alors déjà, on a publié quelques études sur cette thématique. On va publier d'ailleurs une série sur l'énergie très prochainement. Effectivement, c'est vrai que traditionnellement, chez les libéraux, il est difficile de concilier économie libérale et écologie, parce que l'écologie, elle nécessite une intervention importante de l'État. Moi, personnellement, je pense que tout le contraire, je pense que l'écologie a beaucoup à apprendre et même a besoin de tirer et de s'approprier des idées du libéralisme. Si on prend le dernier prix Nobel de l'économie, qui sont 2 chercheurs américains, dont Romer, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que concilier écologie et croissance libérale sont les clés pour la lutte contre le changement climatique. En gros, ils parlent d'un triptyque qui est modernité, technicité et marché, pour expliquer que c'est en investissant dans le capital humain, dans le stock de capital, que l'on pourra investir sur des mesures concrètes pour limiter par exemple l'augmentation de la température. Moi, par exemple, je crois beaucoup à la taxe carbone, qui est un sujet qui revient régulièrement dans les débats, parce qu'elle permet finalement, elle incite en tout cas ceux qui produisent beaucoup d'émissions carbone, donc ceux qui polluent, à adapter des mesures environnementales, à s'adapter pour payer moins cher. Donc elles ont tout à y gagner. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire à ce niveau-là. C'est vrai que la question écologiste, de toute manière, sera déterminante au XXIe siècle. On parle souvent en France du nucléaire. N'oublions pas que quand même 30% des émissions sont réalisées par le charbon qui est une énergie fossile. On met souvent en avant le cas de l'Allemagne, de par ce qu'elle réalise notamment au niveau des éoliennes, mais son mix énergétique, c'est 40% de charbon. En France, l'énergie nucléaire, malgré tous les défauts qu'on peut lui reprocher, notamment les déchets qu'on enfouit sous terre pendant des milliers d'années, mais à la différence du charbon, elle a une empreinte carbone très basse. Et qui plus est, elle nous permet de garder notre souveraineté énergétique par rapport à d'autres puissances qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que nous, ou des conflits géopolitiques qui peuvent surgir à tout moment. Donc je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui au niveau de l'écologie et qui ne va pas du tout à contre-courant de la pensée libérale, c'est d'arbitrer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est produire moins d'émissions et donc décarboner. Et cette décarbonisation, je pense qu'elle passera justement par tout ce que le gouvernement met en place actuellement
notamment sur ce mix énergétique qui va progressivement évoluer à travers notamment les énergies vertes. D'ailleurs, la Commission européenne participe beaucoup au programme de recherche sur ce sujet-là. Donc voilà, je pense qu'il faut pas être trop pessimiste sur ce sujet et qu'il faut garder à l'esprit voilà, que le nucléaire, comme n'importe quel émetteur d'énergie, a ses faiblesses, mais ça reste quand même une grande force en France par rapport à certains de nos voisins européens. Et je pense qu'on va faire un mot de la fin. Peut-être aborder un thème. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, notre école, donc Grenoble École de Management, organise un festival de géopolitique tous les ans. Et cette année, le thème, c'est désunion européenne, donc avec désunion, enfin, de désunion entre parenthèses. Du coup, qu'est-ce que vous évoque ce thème? Enfin, on a beaucoup parlé d'Europe. On sait que voilà, Fondapol est une fondation qui est profondément européiste. Qu'est-ce que ça vous évoque ce thème? Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir abordé comme thème dans une discussion qui porterait là-dessus? Désunion, c'est vrai que c'est à quelques mois des élections européennes, c'est un jeu de mots bien trouvé. Moi, j'opterais plus que la désunion pour désunion européenne, c'est-à-dire une Europe à plusieurs vitesses, parce que j'estime aujourd'hui que notamment la France, l'Allemagne et d'autres grandes puissances européennes doivent prendre le lead sur un certain nombre de sujets. Il y a trop de divergences aujourd'hui entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud pour qu'on soit tous d'accord. Ceux qui veulent suivre le feront, et je crois que ça sera le cas par un effet de spillover. Mais je pense que sur des sujets comme l'intelligence artificielle, la taxation des géants du numérique américain, l'environnement, c'est vraiment à la France, à l'Allemagne, d'impulser une nouvelle politique européenne qui doit être ensuite soutenue par les institutions européennes, notamment la Commission. Donc j'opterais plutôt pour désunion, avec l'espace entre le dé et union, parce que je pense que si on arrive à faire émerger, par exemple, un géant du numérique en Europe, il ne fait aucun doute que les pays à l'Est, comme la Hongrie, comme la Pologne, voudront nous suivre. Si on arrive à mettre en avant une politique écologique qui permette, à côté de ne pas enrayer la productivité de nos agriculteurs, je pense pareil que tous ces pays-là suivront. La vraie question qui reste à trancher aujourd'hui, à mon sens, c'est sur les réfugiés et les migrations, parce que trop longtemps, l'Europe n'a pas été solidaire entre elles, que ce soit en Grèce, en Italie. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression un peu qu'on stagne, qu'on est dans l'impasse, et j'espère que pour le coup, les 27 États arriveront à se mettre d'accord, donc pas les unions, mais une union, pour réussir à se répartir ces réfugiés, d'autant plus qu'on sait qu'avec les réfugiés climatiques, dans les 10 prochaines années, on aura des nouvelles vagues successives qui vont se multiplier. Donc si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce sujet, je pense que la désunion, pour le coup, serait tout à fait possible. Victor Delage, on rappelait que vous représentiez la Fondation pour l'innovation politique, et où on peut trouver nombreuses de vos études sur fondapol.org, voilà, pour les auditeurs qui souhaiteraient approfondir un peu le sujet. Merci à vous.